fait le truc, hein. Magnifique. Il l'a fait le truc. Recule au bouchon. Ben là, celui-là, il est fabuleux. Celui-là, il est fabuleux. Et Laurent, voyons. Devant de Boule, un podcast produit par Sports Content. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Devant de Boule, le podcast qui décrypte toute l'actualité de la pétanque. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce qu'on va le faire 100% actu sans débat. On a eu quelques petits soucis d'organisation entre nous. Mais par contre, on aura toujours le plaisir et on va retrouver notre cher ancien qui nous avait bien manqué aussi la dernière fois, malheureusement, parce qu'il n'avait pas pu se libérer. Thierry, bonjour, comment ça va ? Salut Étienne, salut Franck. Et puis, bon, pour le petit incident, c'est un peu de ma faute, il faut dire, hein, parce que c'est un Charlotte peu de la Barotte devait être avec nous et je l'ai prévenu un peu trop tard, je pense. Voilà, on a eu un petit cafouillage, c'est un peu de ma faute aussi. Et on accueille donc le deuxième larron de la bande, qui lui était bien là le dernier coup avec Sébastien Rousseau, épisode que vous pouvez retrouver sur tous les podcasts. Dans le podcast, vous pouvez tout retrouver. Donc Franck, salut, bienvenue parmi nous, ça va ? Coucou les amis, coucou Thierry, coucou Étienne. Écoute, ça va, ouais, ça va mieux. Je me suis sorti de la grippe là, ça m'a tenu, 3 jours, on va dire comme il faut. Ça m'a bien soigné avec 42 fièvre et 9 de tension, mais bon, c'est bon, je suis sorti d'affaire. On va repartir à fond, ouais. Donc dans le cours, on va sortir un petit programme peut-être un peu plus léger que d'habitude, mais qui va quand même, vu l'actu, on aura pas mal de choses à se dire, j'ai l'impression. Donc, on va parler aujourd'hui retour sur l'actu, donc qui est dans l'ordre un peu chronologique. Il y a la Coupe de France et les clubs qualifiés pour le Grand 8 parce qu'on avait présenté un petit peu la dernière fois et on va vous parler un peu des résultats et de ce qu'on a pu voir tous. Le National de Cholet qui est passé, qui était le gros national au début de saison et qui était super chouette à voir. Et puis, il y a une autre actu, c'est les nouveaux sélectionneurs qui ont été annoncés. Et dans la foulée, on a eu l'annonce des groupes de joueurs sélectionnables. Donc, ce n'est pas les sélectionnés définitifs, mais c'est des groupes qui ont été sélectionnés. Ça peut faire parler ou pas, mais de toute manière, on va débriefer tout ça ensemble. Donc, installez-vous confortablement. Et puis, vous pouvez partager cet épisode avec tous vos amis passionnés de pétanque. Et c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous pouvez trouver. De YouTube à Deezer, à Spotify, toutes les plateformes peuvent vous permettre de suivre ce podcast Devant de Boule produit avec Sports Content. Donc, on va commencer, messieurs. Donc, on avait dit par la Coupe de France et les qualifiés pour le Grand 8. Donc, nous, personnellement, tous les trois, en plus, on était sur le même site où Bron s'est qualifié. Je vais rappeler quand même les autres qualifiés sur les autres sites. On a eu du Vaux-en-Velin, du Fréjus, du Biver, Arlan, Frémin-Sainte-Barbe, Argelès-Gazos et le Relais Kerlouan. Alors, on va peut-être pouvoir faire un petit débrief vu qu'on a un peu de temps. Déjà, on va faire un petit débrief de Tours. Voilà, on était présents et franchement, on a pu voir de magnifiques parties, hein, notamment un tête-à-tête contre Sario, contre Corentin Robillard, de toute beauté. C'est vrai. Avec 4 fois tiré le bouchon à 5-12. Et malheureusement, je pense qu'il a fait une petite erreur, le petit Robillard, à 11-12. Il a retiré au bouchon à boule. Et je pense que plutôt, moi, j'aurais pointé pour mettre à la faute Sario. Mais moi, j'en ai discuté avec Corentin ce week-end parce que du coup, on l'a rencontré, on a joué contre lui à Cholet. Et il m'a dit, j'ai regardé la vidéo, j'ai repensé à tout. Et effectivement, j'aurais dû tirer. J'aurais dû pointer, pardon, et faire tirer Sario, le pousser à la faute, même s'il aurait pu, pu manquer. On n'est jamais à l'abri, ou faire 2 carreaux, ou frapper simplement. Il est à 12. Mais il en est conscient. Après, bon, il a fait son choix, il n'a pas réussi. Après, c'est comme ça. Et comment dire, je lui ai dit, même quand je l'ai interviewé, et il m'a dit, je l'aurais tapé. Je dis oui, on t'aura applaudi. Ah oui. Ouais. Il a voulu garder la main plutôt que de compter sur l'erreur de l'adversaire. Il a voulu compter sur lui, sa réussite. À la limite, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Effectivement, il fallait peut-être compter un peu plus sur l'erreur de l'adversaire. Mais il a voulu compter sur sa réussite qu'il avait quand même depuis quelques temps. Donc voilà. Ouais, mais franchement, déjà, 4 bouchons, tirer 4 bouchons sur des terrains comme les terrains de Tours, c'est déjà un exploit. Faut dire ce qui est. Ah oui. Et le retirer encore, et là, il y a 10 pas.
Là, je pense que ça demande c'est du surhumain. Enfin, même s'il en est tout à fait capable, Coco, je le connais très bien. Mais à un moment, un bouchon, c'est pas une boule, ça se manque. Ouais, donc à un moment donné, oui, tu vas le manquer, surtout dans ces terrains-là. Ben voilà. Après, c'est un choix, mais après, bon, tu peux, quand tu es dans le jeu, bon, t'es parti, tu joues jamais le bouchon, tu as l'impression que c'est sur une autre planète et que peut-être que tu vas encore le frapper. Alors, ça peut faire des jouets. C'est là qu'il faut avoir une certaine lucidité et se dire, bon, on va changer de tactique. Mais bon, après, il était chaud, hein. Là, on l'a vu, il était chaud, Coco. Hein. Ah oui, il était chaud. On a vu, en tout cas, on a vu des plus beaux tête-à-tête depuis très très longtemps qu'on n'avait pas vu un tête-à-tête de ce niveau-là. Hein. Oui, j'ai vu un autre beau tête-à-tête. Alors, bon, Franck, David, quand il a joué contre Sario, et moi, je lui ai dit, bon, Corentin, je le connais pas, mais à David, je lui ai dit, la dernière main, quand il n'a pas été tiré la boule derrière, alors qu'il est 10-11, je lui ai dit, mais quand même, David, faut m'expliquer pourquoi tu ne tires pas à 10-11 la boule derrière. Oui. Alors qu'il a bien tiré, David, dans la partie. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Et je me dis, bah, quand même... C'est un manque de confiance, je pense, ou c'est manque de lucidité, je ne sais pas. Pareil, ben, là, par contre, c'est l'inverse. Il n'y a pas été. Je lui ai dit, j'aurais été. Alors, et pourtant, c'est un tireur. Hein. C'est l'occasion aussi de signaler sur ce week-end, on vient de parler comme ça, mais la prestation justement de Christophe Sario sur l'ensemble du week-end qui a survolé, qui a été vraiment très fort, en maîtrise, maîtrise, en gestion, solide tout le temps. Franchement, c'était le plus solide. Ouais. À la pointe et au tir, franchement, au point, il en a égaré quelques-unes, mais il était tout le temps dans le 30 ou 40 sur des terrains très compliqués. Et le nombre de carreaux qu'il a pu faire, déjà de frappe, il manquait quasiment jamais. Et le nombre de carreaux, franchement, il a vraiment été au-dessus de tout le monde. Ah oui, il a fait gros jeu, c'est vrai. Il a fait parler son maillot de champion du monde. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Et donc, Bron qui se qualifie, nous, sur notre poule, en battant après, parce que la partie contre Trégueux, hein, c'était en 16e de finale, et le 8e de finale, c'était contre Yves-sur-Vienne. T'es de côté copain, Franck. Il a manqué un petit peu d'homogénéité, même si la partie était serrée, hein, mais il a manqué un petit peu de solidité sur l'ensemble de l'équipe par rapport à celle de Bron. Voilà, tout à fait. Et en fait, tu as très bien résumé le truc. Tu vois, moi, j'ai regardé un petit peu toutes les équipes qu'ils ont affrontées, à part la première, je ne sais plus contre qui jouait Bron. La première, il jouait contre Pont-Sainte-Maxence. Pont-Sainte-Maxence, voilà, où ils ont gagné avant les triplettes, pardon. Mais les rencontres contre Trégueux et contre Île, franchement, alors, ils sont au-dessus. Ça s'est vu, voilà, ils ont l'expérience, ils ont tout ça. Mais les parties ont été relativement serrées. Hein. Les scores, c'était du 13-11, 13-10, 13-12. Ils n'ont pas démérité, hein, ces équipes qui ont perdu contre Bron. Non. Ils ont bien joué dans l'ensemble. Oui. Et après, j'ai trouvé que Bron a dominé parce que ils ont Sario et je pense qu'ils ont l'habitude de la haute compétition tous les week-ends. Oui. Ce qui fait que ils ont une solidité. Hein. Ouais, une petite marge. Après, par contre, on va y revenir, mais je pense que pour le Final Four à 8, ils auront du mal. On va voir parce que après le Final Four est très très relevé. Alors dans le coup, on va passer un petit peu sur les autres poules. Alors je vais prendre dans l'ordre du tableau. Nous on était juste en bas sur la poule 8, donc c'était la poule 7. On va reprendre dans l'ordre inverse. Dans le coup, c'est Vaux-en-Velin qui est sorti, qui a quand même réussi. Ils étaient à domicile, ok, mais ils ont sorti le Casse de Nice de Michael Bonetto, la grosse équipe Myron Bonino. Ils ont sorti Pau Pasteur de Baldwin Mani et Donovan Lamberger, et ils passent. Après, c'est pas une petite équipe avec Kevin Philipson, je crois, Romain Fournier. Elle est belle l'équipe aussi. Hein, oui. L'équipe de Vaux-en-Velin est très belle. Encore une équipe du 69 d'ailleurs. Non, mais oui, il faut dire que la région est très dense là-bas et tout. Donc, belle performance de cette équipe, même s'ils étaient à domicile. Ils ont eu un parcours assez sympa. Pau Pasteur qui avait sorti Draguignan dans cette poule aussi. Il y avait Sully-sur-Loire qu'ils ont sorti au premier tour, Vaux-en-Velin. Donc, ils ont un beau petit parcours. On avait aussi Adoué, donc Fréjus, ceux qui paraissent les archi favoris à chaque fois qu'il y a une compétition. Ils ont été taquinés, accrochés par Bourbon-Lancy. Hein. Oui, c'est ça. C'est un gros choc. C'est une dream team un petit peu Bourbon-Lancy. Bien sûr. Avec Louis Terhoven, le Belge, avec Lucas Desport, avec Manu Lucien, avec Médéric Vierzo. C'est Jean-Michel Sisto. Il y a une sacrée équipe à Bourbon-Lancy. Bien sûr. Fred Michel aussi. Moi, je sais, je les connais très bien pour évoluer avec eux en CNC1.
c'est tous des copains maintenant et c'est très très fort, hein, ça joue très très bien. Hein. Oh, c'est une belle équipe, hein, Bourbon-Lancy. Ah oui, 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 et ça a été jusqu'à la triplette décisive, hein. La triplette décisive, hein, ouais, ils avaient gagné le mixte, je crois, ou l'autre, enfin une des deux triplettes, et ça jouait sur la dernière. Hein. Ouais. Et ça c'était serré au début, c'était assez vite à la fin, alors je sais pas. Ouais. Voilà. Alors après, une autre, c'est Biver qui est passé à Brive-la-Gaillarde. Alors, je connais pas trop Biver, par contre. Moi non plus. Il est passé contre Doméra. Ils ont sorti comme il y a des équipes comme Brou sur Chantraine qui étaient là, dans les grosses équipes. C'est eux qui sortent de ce groupe-là. Donc, ils ont sorti Gourdon aussi, donc qui était une grosse équipe aussi. Parce que Gourdon, c'est Dacuna. Chantraine, c'est Poiré, Cyril Laurent, tout ça, non? C'est ça, oui. Donc, et Doméra, c'est Pairé. Jimmy Reynard. Oui, donc trois belles équipes. Hein. Ouais. Mais Biver, mince, il y a qui dedans? Il n'y a pas un. C'est une équipe de vers Marseille, ça, non? Oui, c'est ça, c'est dans le 13. Oui, ben c'est ça. Il y a comment? Ben si, il y a comment il s'appelle si, celui qui ils avaient fait finale de la Marseillaise, là, un petit costaud qui jouait avec Aimé Courtois et Nguyen, là. Nguyen? Sciola, là? Viola, Emmanuel Viola. Viola, ouais. Voilà, ben, il est dans l'équipe, celui-là. Ben, c'est costaud, ça. Hein. Mais je connais pas. De manière, quand tu arrives au grand 8, c'est que tu commences à être assez costaud. Ah oui, bien sûr, oui. Il n'y a plus trop de surprises après. Hein, ouais. Non. Donc voilà, non, c'est solide, quoi. Alors, j'ai pas alors, si, j'ai un petit peu une compo. Ils avaient sorti d'ailleurs Saint-Trope avant. Saint-Trope de Cindy Perrault, Michel Chadourian, Fernand Dubois. Donc, dans les phases régionales, ils avaient sorti. Ouais, c'est ça. On a Viola, Cano, Jean-Antoine Cano, Jérémy Fernandez. Ah bah oui, Jérémy Fernandez. Antoine Navarro. Navarro, oui, je connais. Ah bah oui, c'est vrai, il y a Pirette qui est là-bas, oui, Antoine Navarro, ouais. Donc voilà, ça fait quand même. Non, mais il y a une belle équipe, hein, franchement. Alors, c'était le 4e qualifié. Le 5e, c'est Arlan de Christian Fazzino et Philippe Suchot, qui était à domicile aussi. Ils sortent Canoës, qui est une belle équipe aussi, avec, je crois que c'est Marcel Bio qui est là-bas. Oui, il y a Messenburg, non? Et c'est ça. Simon Cortés. C'est ça. Donc, c'était pas si évident que ça. Après, ils ont un peu d'expérience. Oui, voilà. Les anciens sont toujours là. Le 6e groupe, Frémin-Sainte-Barbe, qui est sorti, c'était le groupe qui était en Alsace là-bas, où on avait eu le derby d'ailleurs Charentais-Maritime là-bas entre Jonzac et Châtelaillon dans les 32e qui ont été joués à l'autre bout de la France. Ils ont sorti donc Frémin-Sainte-Barbe dans leur parcours, ils sortent Lailly-en-Val du 45, ils sortent au 2e tour Ilzac qui était le club qui recevait, et Saint-Mihiel pour finir. Après, Frémin-Sainte-Barbe, nous, on les avait vus l'an dernier à Tours. Ils nous avaient battus. C'est sympa. Machnik avec Gasparini, Martinez. Oui, Michel Martinez. Une belle petite équipe aussi à Frémin-Sainte-Barbe, donc c'est solide. Et Max aussi, la féminine. Ouais, Max, la belge. Non, c'est solide aussi. Ah ouais. Et l'équipe qui a perdu, c'est l'équipe à Webel, je crois, qui était dans l'équipe en face. Saint-Mihiel, c'est possible. Oui, c'est possible. Qu'il a changé de club. L'avant-dernier groupe qui était à Bressuire, c'est Argelès-Gazos qui est sorti. Ils ont sorti Breuillet en 8e. Ils avaient battu Pouilly-sur-Loire avant. Ils ont battu Nervieux. Il y a une belle équipe à Argelès. Hein. Oui, Argelès, c'est Lelouch. Cédric Salvini, Kevin Lelouch, Tiffany Lelouch. Je ne sais plus qui encore. Non, il y a des bons joueurs. Hein. Ils ont une belle entente, là, cette équipe-là. J'y suis allé en vacances cet hiver là-bas, faire du ski. Là. Et le petit dernier qui s'est qualifié, c'était à Bellerive-sur-Allier. Et ce qu'on appelle un petit peu, ça va être le petit poussé de ce grand 8. C'est le Relais Clermont, qui est quand même une équipe de CNC2, il ne faut pas oublier. Avec des joueurs, c'est vrai, qui sont très peu connus pour ceux qui suivent la pétanque dans le sud et tout, parce que c'est des Bretons, ils vont pas souvent très très loin, mais c'est une très solide. Moi, à les connaître, les frères Evano et tout ça, c'est très solide. Les frères de Chat, les frères de Chat, les frères Evano, ouais. Donc c'est très très solide. Et ils sont très sympas. Alors moi, je les connais très bien. On a joué contre eux quand on était en National 2.
L'année où on a été champion de France, on les avait dans notre poule. Et ouais, c'est une équipe de copains et ça joue très, 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 très bien. Franchement, c'est solide et ouais, franchement, ça joue vraiment bien à la pétanque. Ouais, ils sont super sympas en plus. Ouais, très gentil. Eh ben, on les a joués ce week-end. Ils jouaient les deux frères de Châtres, là, Marco et Angelo, jouaient avec Corentin. Corentin, ouais, c'est ça. Ouais, on a fait une belle partie là contre eux. On a gagné, mais ouais, c'était une belle partie. Donc oui, ce sera eux. Donc le favori logique pour le Grand 8, ce sera bien sûr Fréjus. Mais il y aura quand même de la. Il y en a, il y en a qui peuvent faire trembler un peu les ogres là. Je pense. Oui. Enfin, je pense que le relais. Alors, mon Fréjus va être archi favori. Et moi, je vois 2 équipes pour les battre. Il n'y a que Arlan et Vaux-en-Velin. Arlan, il va être pas mal, ouais. Et Vaux-en-Velin. Moi, c'est les 2 seules équipes que je les vois. Bron avec Farah, si Ndiaye revient, Farah Ndiaye en plus. Alors, d'après ce que j'ai cru entendre à Tours, Farah Ndiaye ne ferait plus partie de l'équipe. Ah. Suite à la non-venue du joueur à Tours. D'accord. Oui, d'accord. Après, personnellement, ça paraît très logique. Hein. Les joueurs se sont qualifiés sans lui. Je vois pas. Il devait venir normalement, il n'est pas venu et je pense que ça a provoqué un peu. Le président n'a pas trop apprécié, d'après ce que j'ai compris. C'est normal. Après, on n'est pas à l'intérieur et peut-être qu'il avait une bonne excuse aussi. Après, il avait certainement une bonne excuse. Mais après, si honnêtement, il n'y a pas de bonne excuse, ils se sont qualifiés sans lui. Autant faire la finale entre copains comme ils sont là. Et puis voilà. Hein. S'il n'a pas fait l'effort, je comprends tout à fait. Donc voilà. C'est les infos que j'ai eues. Après. Oui. Bon, ça, après, ils régleront leurs histoires entre eux. Après, c'est. Tout à fait. Donc voilà, ce Final Four aura lieu mi-mars à Douai, d'ailleurs. Un beau plateau en perspective, oui. Avec un beau plateau, il y aura des belles parties à suivre, à mon avis. Ah oui, il y aura des belles parties. Après, tout va dépendre du tirage au sort. Et tirage, il sera fait sur place. Donc voilà, on verra bien. Après, c'est le tirage qui va définir le déroulement de la compétition. C'est ça. Il faudra encaisser le déplacement de monter à Douai quand même, parce que pour certains, c'est plus dur que pour d'autres. Il y en a qui vont y aller assez vite. Il y en a qui vont y aller en avion, mais je ne suis pas sûr que des équipes comme le Relais Clermont y aillent en avion. Mais ça, c'est différent. Je ne suis pas sûr que des Argelès Gazost y aillent en avion. Voilà. Après, on verra. C'est au mois de mars, je crois, le 14-15 mars. Ouais, c'est ça, mi-mars, 15 mars, par là. Ouais. Donc voilà, à ce niveau-là. Okay. Deuxième actu qu'on va pouvoir parler un petit peu, qui a fait notre actu le week-end dernier, le national de Cholet, qui était encore un très beau national. Moi, je discutais pas mal avec Patrick, où ils auraient pu accueillir 1000 équipes. Il m'a dit tellement il y avait de demandes, c'était très compliqué et un niveau hyper relevé. Vous y étiez tous les deux, vous y avez participé. Ouais. Alors, premier retour, Thierry, tu vas nous faire un premier retour sur le vétéran, qui était déjà d'un très, très, très bon niveau. Eh bien, en vétéran, moi je joue avec Christian Fasino et Claude Baratelli. Donc, on a passé une super journée. Dommage qu'on ait perdu en 8e 13-12, contre ceux qui étaient au bout, Patrick Vergne, Bruno Sécher et Didier Buriot de la Charente-Maritime. Mais bon, ça m'a fait plaisir de jouer avec Christian. J'avais déjà joué il y a quelques années et donc on a passé un bon moment. Alors, j'ai trouvé, s'il écoute, je peux le dire. Et j'ai trouvé que son jeu vendredi était pas au top, mais enfin, il a été bon, hein, sans être au top. Alors que samedi, oui, on va en parler après sur le principal. Ouais. Alors, Sébastien Rousseau m'avait dit le matin de leur première partie, il me dit Thierry, je te remercie de ne pas avoir fait coucher trop tard. Oui, on va revenir sur le national principal, mais pour continuer sur le vétéran, quand même féliciter. Il y a eu un partage en demi, donc il était déjà minuit. Il y avait de très belles équipes en vétéran. Il y avait de très belles équipes. On a Didier Choupet qui s'est fait sortir aussi en 16e. Il y avait Jam Darod avec Olmos et Jacques Immense qui ont perdu en 32e. Il y avait Patrick Glor qui avait gagné l'an dernier, qui a perdu, je crois, en 32e. Ouais. Il y avait très belles équipes, c'était vraiment du bon niveau et le partage s'est fait donc avec les champions du Maine-et-Loire. Ils sont triple champions de suite du Maine-et-Loire du vétéran. Ils sont une très belle équipe. J'ai pas les noms. Hein. Il me semble que il s'appelle Gratto. C'est ça. Il y en a un qui s'appelle Gratto, qui a joué après le lendemain.
Je n'ai pas les noms des 3, donc on ne va pas dire de bêtises. Il y avait le championnat de Loire, il y avait 2 équipes donc, de Charente-Maritime, dont celle que tu nous as citée tout à l'heure. Il y en a une autre qui était dans le parterre. Verne, et l'autre, c'est Salah, l'autre équipe de Charente-Maritime, et l'équipe de Sables-d'Olonne, je crois que c'est le président des Sables-d'Olonne. Et la dernière des Sables-d'Olonne. Ouais. Voilà, donc dernière des Vendéennes qui ont partagé dans le vétéran. Et après, donc le samedi, on a attaqué le Grand National. Où vous avez joué aussi tous les deux. Et où on a vu des parties extraordinaires de la journée. Et on peut commencer le samedi, l'événement du samedi d'abord. La première chose dans le samedi, tu nous parlais de Christian Fazzino, on va pouvoir enchaîner dessus, qui a fait une journée incroyable. D'abord, ils n'ont pas été gâtés par le tirage, et ils ont fait une journée incroyable. Ils sortent Moine Feltin, Moïse Elfric au 2e tour. Ils sortent derrière, ils sortent en sortant Diego Rizzi, Christophe Sario. Le tour d'après, ils sortent ceux qui avaient battu Suchot juste avant. Ils sont de la PTN, il me semble. La PTN, une équipe de Montpellier. La petite tour nord. Jean-Michel Lafont, Christian Dupont et Teddy Fichet. C'est ça, qui avait sorti Philippe Suchot donc, au tour d'avant. Donc il aurait pu prendre aussi Philippe Suchot ensuite dans la foulée. Et ils finissent la journée pour gagner la qualif pour le lendemain, pour les quarts de finale, en battant en 8e Mason Durk qui jouait avec Adrien Delay. Donc la journée de Fazzino, voilà, c'était pas une journée au travail, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait une superbe journée quand même, incroyable. Le parcours en plus. Oui, bien sûr. Oui. Après, moi, j'ai un petit bémol, moi, sur. Alors, le national, toujours aussi bien. Enfin, franchement, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai déjà fait une finale là-bas. Comme tu disais, Thierry, bon, ils auraient pu prendre 1000, 2000 personnes, voilà. Après, moi, mon petit bémol, c'est en fait, c'est bien de prendre plein d'équipes. Par contre, non, c'est pas ça. C'est que nous, première partie, on a été joué dans leur boulodrome, qui est magnifique. Franchement, c'est un très, très beau boulodrome d'une 40aine de terrains avec des jeux extérieurs. Alors, ils sont en train d'aménager. Je pense qu'ils vont avoir un site, un des plus beaux sites de France, pardon. C'est magnifique. Mais par contre, 8 heures du matin, jouer dans le boulodrome sans chauffage, eh ben, je vais te dire, ça caillait de chez caillait. Et pour tout le monde disait, mais c'est impossible de jouer. On avait les mains, on était gelés. Alors, c'est pour tout le monde pareil, comme voilà, je le répète, mais on est en hiver, on paye, une inscription pour jouer dans un boulodrome couvert et chauffé. Et au final, on se retrouve. Moi, j'ai fait 4 parties d'affilée dans ce boulodrome en haut là-bas. Après, alors qu'en défendant, il est juste ouvert. C'était la première fois. Je pense qu'il y aura des adaptations qui seront faites. Ah, il n'y aura pas de chauffage, je pense pas, parce que c'est un dôme en toile qu'ils ont mis. C'est inchauffable. Non, mais moi, j'ai fait une partie. C'est vrai qu'il faisait très, très froid. Ah ben, à 8 heures le matin, je ne suis pas très frileux. Pourtant, tu vois, je bosse dehors, moi. Mais quand tu joues au boule, que tu as les mains glacées, qu'il faut aller tirer sur un terrain qui est pelé, wow, eh ben, c'est compliqué dès le matin. Non, mais c'est compliqué. Mais enfin bon, c'est juste le petit bémol. Après, voilà, c'est une superbe organisation, un plateau exceptionnel. Moi, je me suis régalé. Comme tous les ans, voilà, je me suis régalé. Même si le résultat n'était pas là. Voilà, donc on a perdu en 8e du B. Et après, alors 8e du B, on a perdu, je crois que c'était la 8e ou 9e partie, justement. Il y avait tellement d'équipes. 8e du B à 22h30. On a renchaîné le lendemain dans le Grand Prix. On a perdu en quart du Grand Prix. Je suis arrivé à 1h30 du matin pour aller embaucher, pour se lever à 6h. Ah ouais, là, c'est le parcours du combattant. C'est plus pour moi. Et d'ailleurs, avec le plateau relevé et l'hécatombe qu'il y a eu, que ce soit le B ou le Grand Prix, c'était des relevés parce qu'il y avait Diego Rizzi, Andrea Capello qui se sont fait sortir en 8e, ont joué le Grand Prix le lendemain. Nous, la troisième. Moineau et Moïse, ils ont joué le B. Ouais. Nous, à la troisième, on a pris Corentin Robillard avec les frères de Châtres. Ça joue quand même. Hein. Ça joue. Donc, on a gagné, mais c'est vrai que ça a été des belles parties. On a fait vraiment des belles parties dans le B. Hein. Moi, le seul reproche que je ferais à l'organisation, c'est le fait qu'ils ont des terrains dehors, mais vu le temps qu'il faisait, personne n'a joué dehors, et c'est l'attente. Parce que moi, pour avoir fait la première du national à 8h, en ayant fini à 9h, je n'ai rejoué qu'à 11h20 la deuxième. J'ai fini à 12h30, j'ai pas pu aller manger. Ah oui, non, mais... Et ça, c'est vrai que c'est les gros problèmes, ça, quand tu fais des terrains. Alors, c'est sûr, quand il fait beau, c'est agréable, mais au mois de février, c'est plus aléatoire, quoi. Ils ont reconnu quelques petits vous étiez
pas là, je crois, tous les deux, pour le protocole et tout. Ils ont reconnu quelques petits problèmes dans l'organisation et dans la table sur ces choses-là, et qu'ils envisageaient de s'améliorer aussi à l'avenir. Ouais, il y a eu des erreurs à la table de marque, effectivement. Ils ont reconnu ces choses-là et dans le protocole. D'ailleurs, Evelyne, la présidente du CD49, s'en est plaint 2 fois au micro pendant le protocole. Et ça a bien été signalé et c'est remonté comme c'est bien, après, voilà, faut apprendre de ses erreurs, après, c'est voilà. Mais c'est vrai que nous, quand on regardait les tableaux, je me souviens encore, le 257, je me souviens de ce numéro, il y avait le 257 qui prenait un X en 8e et il était couvert en 8e. Tu peux pas prendre un blanc en 8e et être quand même sur la même page des 8e. Enfin, ils étaient perdus complets. C'est vrai qu'il y a eu un paquet de bourdes. Après, bon, c'est vrai que c'est pas facile. Ça, je remets là, je remets pas la faute sur tout ça. Non, mais c'est pas simple. Hein. C'est pas simple à gérer. Hein. Bon. Là-dessus, en dehors de ça, revenons quand même à la compétition en elle-même. Donc, beaucoup d'éliminés quand même dès le premier jour. Mais en fait, c'est vu le plateau, ça pouvait être que prévisible. C'est sûr. Il y en a beaucoup qui sautent. Donc, voilà. Donc, certains qui disaient le plateau n'est pas top pour le deuxième jour. On a quand même vu. Donc, on va quand même se permettre de citer tous les qualifiés du deuxième jour parce qui ont été jusqu'au quart de finale. Donc, on a retrouvé le deuxième jour, que je dise pas de bêtises. Les vainqueurs déjà. Donc, oui, non, mais je vais pas vous dire de bêtises. On va reprendre le deuxième jour. Donc, il y avait l'équipe de Rochefort, Marshall Romero. Oui. Il y avait l'équipe de Pornic, Beau-Blancheton-Dulon. C'était un premier quart de finale. On avait l'équipe d'Oer Copamani de Pau-Pasteur contre l'équipe Boutin-Bouquet-Pignon de Saint-Georges-de-Didonne, très grosse équipe aussi. On avait Dernancourt, Legal, Alvarez, qui étaient les Vendéens avec un petit Tourangeau contre Moura, Guy Castro-Guérin, les champions du Maine-et-Loire. Et on avait Fadzino, Rousseau-Brissé qui jouait Fallot, Le Nestour, Boissou, qui est une équipe de Charente-Maritime, de Saintes. C'est vrai. Voilà. Donc, on avait un beau plateau quand même déjà pour les quarts de finale pour entamer le deuxième jour. Ouais, après, les gens, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir des Diego, des Dylan. Malheureusement, quand tu as déjà tous ces champions qui sont inscrits au départ, c'est obligé de faire de la casse à un moment. Hein. Et donc, il y a eu. Et encore, on a eu un niveau de jeu incroyable. Les gens disaient on n'est pas les. Donc, au bout, on va accélérer vite fait. Et après, Mourag, Castro-Guérin, les petits gars du Maine-et-Loire qui ont sorti Fazino, Rousseau-Brissé en demi-finale et Doer Copamani qui ont sorti Beau, Blancheton, Dulon de Pornic. Et donc, on a une finale Doer Copamani contre Mourag, Castro-Guérin. Il y en a plein qui ont découvert cette équipe Mourag Castro-Guérin là, du Maine-et-Loire, mais qui fait des dégâts. Ça fait 2 années de suite qu'ils sont champions du Maine-et-Loire. Dans les tournois du coin, ils sont tout le temps quasiment au bout. Ça joue très bien et facile. C'était joli à voir. Hein. Le tireur a un geste magnifique. Le tireur, il ne doit pas être fatigué à la fin de la journée. Il a un geste pur, lui. Ouais, j'ai déjà rencontré 2-3 fois, parce qu'ils ne sont pas loin de chez nous. J'ai déjà rencontré 2-3 fois. Il faut dire que ça joue très très bien. Et en plus, c'est 3 garçons très sympathiques. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Et Michael Moura, donc le tireur qu'on peut citer. Ouais, mais les gens les ont découverts. C'était. Alors, il y en a plein qui disaient, moi je le voyais sur notre chat du live, qui disaient ah bah ouais, mais le terrain est facile à tirer. Alors, effectivement, c'est un terrain qui est favorable aux tireurs, on est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est quand on regardait les tirs, ils tombaient dessus. Donc, c'est pas une question de terrain quand tu tombes dessus, quoi. Hein. Alors, là, tu parles à 2 tireurs. Alors, le terrain, il te facilite le tir, en fait, ces terrains rapportés. Enfin, je sais pas, Thierry, après, tu donneras, toi, ta version du tir. En fait, c'est des terrains qui… alors oui, ils sont faciles à tirer parce qu'en fait, tu as juste besoin d'être droit. Tu fais ton geste et en fait, ça fait le reste. C'est pas comme justement dans le Boulodrome où c'est des terrains qui sont quasiment intirables, pelés, où là, tu peux te chercher. Hein, et puis, quand tu commences, c'est un peu comme à Tours. Hein, quand tu commences à perdre le fil sur ces terrains-là, c'est mort. Tandis que dans ces terrains, c'est faux terrains de pétanque, hein, c'est des terrains rapportés. Tu as une marge qui est énorme justement pour le tir. Bah oui, non, mais alors. C'est sûr que ça paraît facile. Alors, c'est beaucoup plus simple qu'à Tours, par exemple, dans le carré d'honneur. Parce que, si tu veux, dans des terrains comme Cholet, bon, c'est sûr qu'ils tirent dedans, mais tu sais qu'en tirant, tu as toujours cette marge. Donc, quand tu vas tirer, tu ne penses pas à tomber dans les boules tout le temps. Exactement. Surtout, il ne faut pas tomber derrière. Tu cherches à être droit.
point Voilà. sur ces terrains. Voilà. Tu cherches à être droit, surtout. Voilà. Puis tu tombes entre 10 et 30, 40 cm devant, et c'est bon, quoi, même un peu plus, et tu vas les frapper. Alors, et après, tu as une sécurité, quoi. Voilà, dans les félicitations aussi, avant qu'on aborde la finale, féliciter Sébastien Rousseau quand même, qui a fait la demi-finale. Il n'avait pas dormi de la nuit, il avait 42 fièvres tout le dimanche, ils sont passés en quart de finale, il avait encore 42 fièvres, il a fait la demi-finale, il était claqué, il a même dû partir au milieu de la demi-finale pour aller se prendre un peu d'eau sur le visage qui n'était pas bien et tout. Voilà, donc féliciter d'avoir été jusqu'au bout, le mec. Un phénomène. Il a du courage et bravo. Après, les deux joueurs, enfin, Rousseau, alors il a joué, j'ai regardé samedi à merveille. Alors dimanche, bon, il a été un peu moins performant suite au fait qu'il a été malade dans la nuit. Mais c'est vrai que. Il n'y a pas que dans la nuit, il était encore malade au moment où il jouait, il avait 42 fièvres. Hein. Oui, non, mais il était malade le dimanche, je veux dire. Mais après, il est pareil, il est exceptionnel. Et puis, enfin, bon, pour revenir sur Christian, c'est pareil. Il est, franchement, je me demande. Alors, moi, je dis toujours que les jeunes devraient prendre modèle sur un Christian Fasino. Entre l'hygiène de vie, l'entraînement, la façon de voir le jeu. Moi, je dis c'est exceptionnel. Oh, et oui. quand je le vois, alors, parce qu'il y en a beaucoup qui le critiquent, des fois, ils disent, ouais, qu'est-ce qu'il fait là encore, lui? Mais quand je vois qu'il bat Moineau, Rizzi et Messendur, je me dis, le gars, il peut jouer encore pendant X de temps et il les battra encore. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une légende. Voilà. C'est une légende. Mais Sébastien joue très bien aussi. Oui, excellent. Oui, il avait une belle équipe. Et même Axel Brisset, le petit Axel Brisset qui est moins connu, a été très très bon à la pointe. Il a eu 2 boules de gagne contre Rizzi et c'est lui qui tire 2 fois à la gagne. Il tire 2 fois pour gagner, il tire 2 fois pour gagner contre Rizzi Sario. Donc non, même lui a été très très bon. Donc, voilà. Oui, il a pas mal joué. Je ne connaissais pas du tout et il n'a pas si mal joué que ça. Oui, non, vraiment bien. D'ailleurs, on le félicite s'il écoute le podcast parce qu'il a été papa cet après-midi. Voilà, donc félicitations à Axel, qui était inquiet déjà dimanche que sa femme pouvait peut-être accoucher, donc ça le félicitations. Voilà, et donc on va aller sur la finale, donc maintenant qui opposait donc Doher, Ligan Doher, Malouine Mani et Patrick Coppa à donc on va citer Michael Moura, Anthony Di Castro et Coco Guérin. Giovanni Guérin, que dit Coco, donc voilà, qui était les champions du Maine-et-Loire. Une finale que Doher, Mani, Coppa ont remporté 13-8, mais qui a été bien serrée, qui a duré un bon moment, qui a été très intéressante avec beaucoup de jeux au pourcentage. J'ai dû ressortir une main où il y a 7 carreaux dans la main, qui est assez incroyable. Ça a tiré dans tous les sens. Vraiment, après, les petits gars du Maine-et-Loire ont eu du mal. Ils ont eu du mal au début. Ils sont menés 6-0, même s'ils sont revenus à 6-6 et puis après à 8-8. Ce 6-0 de départ leur a coûté cher, je pense. Et je pense que c'est leur début de partie où ils étaient un peu stressés à domicile, dans le carré d'honneur à Cholet, pour comme ça. Est-ce que vous avez eu le temps de la voir? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi, je l'ai pas vu. Pas vu non plus. On m'a raconté. Alors, on m'a raconté que bon, ils ont fait des carreaux en veux-tu, en voilà. C'était une très très belle partie. Et on m'a seulement dit que quand il y a eu 8-8, ils avaient l'équipe Doher avait le point par terre. Oui. Ils tiraient à 2, l'équipe de Moura, et ils ont décidé de jouer le but pour gagner. Ils l'ont loupé, ils n'ont pas marqué sur la main. Et après, ils ont pu remarquer. Enfin, après, derrière, ouais, c'est les autres qui en ont profité. Ils ont marqué sur cette main. En fait, la main, ouais, c'est ça. Donc, il y a 2 points par terre hein, pour Doher Mani Coppa, mais la dernière boule de la main est pour les petits gars du Maine-et-Loire qui, au lieu d'assurer les marques, et en plus, il y a 1m20 pour reprendre le point, il y a vraiment de la place. Plutôt que d'assurer la marque, on dit qu'ils avaient toutes les boules au fond. Et comme on joue sur le grand carré, il n'y a pas de limite de terrain, ça fait un terrain immense comme ça, donc toutes les boules étaient restées dans le fond et toutes les boules étaient à eux. Et s'ils faisaient rouler le bouchon de 2 mètres, ils faisaient 5 points et ils gagnaient sur la main. Donc ils ont laissé 2 points par terre aux autres parce qu'il a manqué le bouchon, mais ils ont tenté la gagne. D'accord. Donc après, voilà, c'est une stratégie qu'ils ont fait le choix d'aller tenter la gagne plutôt que d'assurer 1 point par terre parce qu'il y avait 1m20, il était fait, hein, ils l'auraient pris. Mais voilà, donc c'était leur choix. Je trouve pas que le choix soit mauvais. Après, derrière, sur la main suivante, voilà, les autres en ont profité, ils ont manqué une boule, ils ont peut-être cogité de fait de ne pas avoir réussi la gagne. Mais je ne suis pas sûr que le choix soit très mauvais sur le coup.
On a pu voir un beau coup de Louis de Manille sur un point qui fait casquette à la boule devant et qui va faire devant de boule à la boule qui était au point. En demi-finale. C'est Thierry qui commentait, d'ailleurs. Ah oui, c'est toi qui te commentais. Ah oui. C'était en demi-finale. Ah ouais, non, mais ça c'était magique. Hein. Ouais, même lui, il en a rigolé. C'était sympa son comportement, j'ai trouvé. Oui. Mais il faut dire que l'équipe d'OR, Copa et Manille, ils se connaissent bien. Hein, Copa et Ligan, parce que Ligan était à Pau avant. Bien sûr, ils ont joué des années ensemble. Ouais, ils ont des années ensemble. Moi, je les ai joués en championnat du club. Ouais. Et c'est vrai qu'ils avaient une belle équipe. À l'époque, quand on était ensemble en CNC2, oui, on les avait dans notre poule. Oui. On les avait, ouais. Après, c'est pas pour aller contre eux, on va revenir sur. C'est une petite anecdote parce qu'il y a eu énormément de réflexions là-dessus. Je l'ai vu sur les réseaux ou même moi dans le live, je l'ai vu. La tenue sportive. Au niveau de la tenue sportive exigée. Alors, c'est vrai que ça fait très bizarre parce qu'ils avaient la tenue sportive, il n'y a rien à dire. Le règlement était respecté. Mais comme Ligan avait un pantalon marron et deux autres un pantalon noir, et de l'autre côté, il y avait 2 pantalons gris et un pantalon noir, tout le monde a dit « Ah, la tenue homogène n'est pas respectée, nous, on nous la demande en régional et tout. » Donc, en régional, il faut qu'elle soit homogène, mais pas en national, ce qui est complètement c'est incohérent. C'est complètement idiot, on est d'accord, mais le règlement était respecté. Quoi. Et en régional, il faut, en national, il ne faut pas. Non, mais après, je ne sais pas, quand on sort des trucs… à savoir que dans les régionaux, ce n'est pas obligatoire dans tous les régionaux, c'est chaque comité qui décide. Ouais, mais Étienne, moi, je trouve pas, si tu veux vraiment être dans la logique des choses, il faudrait, les compétitions nationales, nationales ou internationales, c'est les plus importantes. Là, tu devrais avoir la tenue identique du haut jusqu'en bas, à la rigueur. Le régional, enfin, c'est incompréhensible. On est d'accord, je signale juste le fait… Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. D'accord. Non, mais je sais très bien. Mais dans la logique des choses, si tu veux mettre une tenue identique, c'est dans une compétition majeure, nationale. Mais déjà le pantalon sportif, normal, hein, moi je suis d'accord aussi. Hein. Mais après, côté, alors je vais citer des marques, Eldera, pilote à Joma et pilote à… On s'en fout. Le principal, c'est qu'ils soient de la même couleur. Mais c'est ce qu'on disait. Après, même si c'est 3 pantalons Décathlon à 20 balles qui sont tous noirs unis, ça suffit. Bien sûr. C'est pas une question de prix. Et comme on disait, ah bah ouais, mais c'est cher, faut nous faire acheter des fringues. Les gars, vous achetez des triplettes de boules à 150 balles, 250 balles. Ouais, vous pouvez acheter un pantalon de jogging à 15 balles, quoi. Non, et en plus, est-ce qu'il faut savoir quand même, la licence de pétanque, le prix d'une licence de pétanque, ça dépend des comités, c'est pas cher. Va prendre une licence de basket. Ou de tennis. Non, la pire. Quand c'est 200, 300 balles. La pire, c'est le rugby, avec les assurances et tout. La pire, c'est le rugby. Oh, je connais pas. Mais attends, la licence de pétanque, c'est je ne sais plus combien c'est. Rugby ou boxe avec les assurances. 50, 60 balles. Ouais, voilà. Alors attends, tu peux t'acheter quand même un pantalon. Là, si tu dois payer une licence de rugby, comme tu dis, tu vas à la tenue, le machin, le ci, le là. Non, mais bon. Plus les déplacements. Enfin, non. Là, c'est les gens. La pétanque n'est pas un sport cher. Non, c'est sûr. Sachant que tu achètes ta triplette, je vais te dire, à moins de ferrailler vraiment tous les jours, tu vas la garder vraiment minimum 1 an, quoi. Ouais, minimum. Hein. Et c'est vraiment de la boule pas trop bien marquée qui marque de la boule tendre. Hein, voilà. Donc bon, c'est pas un sport ou un jeu qui te revient très cher. Faut dire ce qui est. Hein. Bah oui, mais c'est les arguments de ceux qui sont. Oui, mais je les ai déjà entendus, ces arguments-là. Et puis moi, j'y ai répondu. Hein, la même chose que j'ai dit là. Moi aussi. Donc j'ai dit des mots qui n'étaient pas très gentils, mais enfin pas méchants. J'ai pas du tout été agressif, mais je leur ai dit des mots. Je leur ai dit attendez, non, c'est pas. Faut arrêter. Bon, on va pas faire le débat. À chaque fois, on en avait reparlé à chaque fois dans les trucs. On va passer à l'actualité suivante. Donc, féliciter encore d'OR, Manu, Copa qui ont remporté ce premier gros national, ce qui était assez mérité dans l'ensemble, même si bravo aussi aux petits gars du Maine-et-Loire qui ont fait la première finale. C'est la première finale de gens du Maine-et-Loire depuis extrêmement longtemps. Marc, comme ça, avait dit que c'était la première fois que des gens du Maine-et-Loire étaient là. Moi, j'ai eu Damien Pajot dans le chat qui m'a donné d'autres noms. Par exemple, quand Damien Hureau était dans le Maine-et-Loire, faisait des finales aussi à Cholet, donc c'est pas tout à fait la première fois du Maine-et-Loire. Mais peut-être pas avec des joueurs du Maine-et-Loire. Avec son frère, et puis je sais plus quoi il m'avait cité, donc voilà, donc à voir. Mais bon, en tout cas, bravo aux petits gars du coin d'avoir réussi.
Deuxième chose, dernière actualité qu'on va aborder aujourd'hui. On avait dit de parler de dernier coup des sélectionneurs qui arrêtaient leur fonction, et donc les nouveaux sélectionneurs ont été nommés, et dans la foulée, ils ont nommé un collectif qui va composer les équipes de France. Donc les sélectionneurs, pour les masculins, ça va être Jean-Claude Boiron, et pour les féminins, c'est Ludovic Pereira. Première réaction déjà sur le nom de sélectionneur, les gars? Bah, ça n'a pas changé, hein. Boiron y était déjà. Boiron était déjà dans le staff et ouais. Ouais, ça ne change pas. Alors Pereira, je ne connais pas du tout. Moi non pas, je connais pas du tout. Alors ils sont moins connus, ok, d'accord. Pour votre action, bon, c'est bien. Bah si, Jean-Claude Boiron, ça fait un petit moment qu'il y est. Hein. Oui, ça fait un moment qu'il est dedans, de toute manière. Oui. Alors, au niveau, on va commencer par le collectif France Senior Féminin, c'est honneur aux dames. Audrey Bandera, Aurélie Bory, Caroline Bourriot, Charlotte Darod, Ludivine Lové, Nelly Perret, Alexia Pinto, Sandrine Poinceau, Toréa Taerio et Émilie Vignière. Une première réaction sur ce collectif, vous l'avez vu, je sais pas, on a vu des réactions dans tous les sens. Alors, on va essayer de ne pas rentrer de tout à l'heure. Non, pas faire de polémique. Après, bon, effectivement, il y a un beau plateau féminin. Hein. Après, moi, j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, comme vous, comme beaucoup de personnes, la sélection de Nadège Bossian. Oui. Franchement, qui mérite, je pense, sa place. Après, bon, on n'est pas là pour en faire, c'est pas nous les sélectionneurs. Hein. Ils ont certainement leurs raisons. Voilà. Après, il y a peut-être Cindy Perrault, mais Cindy Perrault, le problème, c'est que ça fait des années qu'elle. J'ai rien contre elle, hein, mais elle répond pas présent sur des événements majeurs. Et pourtant, c'est une très très forte féminine. Après, je sais pas. Après, c'est un bel effectif. Hein. Je suis du même avis que Franck. Hein. Je peux pas en dire beaucoup plus. C'est vrai qu'après, bon, dans les féminines, bon, alors c'est sûr que Cindy Perrault, bah, quand tu la vois jouer chez les hommes ou dans les concours, bon, bah, au niveau tir pur, impressionnante. Après, c'est vrai qu'elle n'a pas pu faire en sélection les mêmes prestations que dans les concours. Et puis, bon, par Nadège, par contre, je la connais moins. Alors, il me semble qu'elle jouait avec Mouna, non? Quand elle jouait au Canu. Donc après, je connais pas assez, mais vu les titres qu'elle a, bon, après. Alors, il y a des choses. Après, on ne sait pas tous les détails des tenants et les aboutissants. Si je veux comparer, par exemple, un Benzema n'était pas sélectionné en équipe de France parce que ça ne passait pas dans le collectif. Ouais. Alors, ils appellent bien ça un collectif. Donc, il y a aussi des choses qu'on ne sait peut-être pas. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. L'entente entre les joueurs, il faut une entente entre tous les joueurs, joueuses, donc qui sont importants. On ne sélectionne pas toujours les meilleurs, même si ça devrait être ça, mais aussi le meilleur collectif parce que c'est quand même un peu un sport collectif. Ah ben, de toute façon, c'est un sport collectif. Donc, s'il n'y a pas d'entente entre les joueuses, quand on va les envoyer en triplette, s'il n'y a pas une bonne entente, ça ne sert à rien de les envoyer. Hein. On va pas. Alors, on rappelle quand même que je ne suis pas en train de dire que Nadège s'entend avec personne. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ah non, pas du tout, mais ça pourrait être n'importe quelle personne. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, quand on envoie une équipe, il faut qu'il y ait une bonne osmose. Après, les sélectionneurs, ils ont pris leur décision. Malheureusement, ben ça, il y a des mécontents, il y a des contents, des mécontents. Après, c'est comme ça. Malheureusement, ben faut faire avec. C'est sûr que je pense que quand on n'est pas sélectionné, alors qu'on a gagné pas mal de championnats de France, notamment l'année dernière, on doit avoir les boules. Donc, je peux comprendre, je peux le mettre à sa place. Je suis d'accord avec Franck. Ouais. Après, bon, dans les joueurs sélectionnés, bon, je ne connais pas beaucoup, mais alors une qui était plus, qui revient, c'est Bandiera. Audrey Bandiera, qui avait été. je suis championnat d'Europe, non? Qui n'était plus en sélection, qui revient. Après, je ne connais pas beaucoup. Caroline Bourriot avait fait une maternité, donc elle était partie, elle revient aussi. Bon, Charlotte, je ne fais pas de commentaires de ma part. Et après, Nelly Perret, c'est une bonne joueuse. Pinto, Poinceau, je connais un petit peu. Alexia Pinto, c'est l'équipe championne de France triplette. Elle avait été incroyable avec sa Pinto au milieu. Vignière, c'est celle qui a été championne de France tête à tête l'an dernier? Oui, je me semble. Ils se sont basés sur les résultats. Hein, et c'est ce qu'ils disent. On se base sur les résultats et les vidéos. Pas trop, parce que Nadège, quand même. Ouais, pas que sur les résultats. Ouais. Pas que sur les résultats, parce que Nadège, elle a gagné quoi? C'est de doublé
Doublette mixte, triplette mixte, je sais plus. Ah, mais pas dans un collectif féminin. Et on aura les championnats du monde en France. Ouais, mais bon, c'est quand même. Comme ça, en fin d'année, au mois de fin septembre. On en reparlera dans une autre émission, mais on a les championnats du monde de triplette féminin qui seront à Douai fin septembre. Après, au collectif, après de prouver que ils ont fait les bons choix. Si elle gagne, personne ne pourra rien dire. Voilà, tout à fait. Ah bah de toute façon. Et puis après, bon, polémique, on peut dire notre avis, mais bon, après, l'équipe est comme ça. Oui. On n'a pas notre mot à dire. Après, voilà, non. c'est comme ça. Ils vont les envoyer eux. Après, je sais pas comment vont se faire les sélections par rapport aux gens sélectionnés. Je sais pas comment ils vont, parce qu'ils envoient je sais pas combien de joueuses. Comment va se passer aussi le fait de ce collectif, de le faire jouer ensemble, comment ils vont faire les programmations pour après que les équipes se fassent pour faire les championnats du monde. Et donc, je pense qu'ils vont avoir plusieurs concours à faire en collectif, en équipe de France. Oui. Je pense sur l'année, là, ça doit être déjà réglé. Parce que je pense, d'après ce que j'ai compris, c'est en septembre et octobre, les championnats du monde. Ouais, en fait, c'est 31 septembre, 30 septembre, 1er octobre, c'est sur le week-end à cheval. Donc, voilà. Et puis il y a les championnats du monde aussi à Rome, en doublette. En doublette, par contre, c'est plus tôt, je crois. Ou c'est plus tard, enfin, c'est soit septembre-octobre, je crois, c'est ça. C'est un peu plus tôt, mais bon, voilà, il me semble. Mais bon, bon, pour les féminines cette année, il y a beaucoup d'attentes. Hein. Il y a beaucoup d'échéances et beaucoup d'attentes. Le tête-à-tête, il y a tout. Il y a un championnat du monde à domicile. Un petit tour sur le collectif France senior masculin, qui aura aussi des enjeux, parce qu'il y a quelques championnats du monde qui sont à Rome aussi. Donc le collectif masculin, je vais vous le citer tous en entier. Michael Bonetto, Frédéric Cazès, Johan Cousin, Adrien Delahaye, Lucas Desports, je ne sais jamais trop comment vous dire. Donc David Doer, Jean Feltin, Moineau, Moïse Elfric, Basile Jacquel, Henri Lacroix, Ludovic Montaureau, Stéphane Robineau, Dylan Rocher et Christophe Sariot. Belle équipe. Là, ils en ont pris un peu plus. Je pense qu'il doit y en avoir 4 de plus, je crois. C'est ça. Chez les hommes. Alors, bon, après, par contre, moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est qu'en dehors de Robineau et Lacroix, qui pointe? Ça va être en salle, c'est des champs de tir. On n'a que des tireurs purs. Hein. Pas spécialement. Il y a Moineau, Henri Lacroix, Ludovic Montaureau, et derrière. Si c'est comme à Dijon, les champs de tir. Non, après, pour faire. Alors, je sais pas la sélection, comment ils ont fait, hein, comment ça se passe. Après, il y en a que je connais pas beaucoup. Hein. Ouais, mais bon, après, moi, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est ils ont mis un coup de jeune. Oui, voilà, ils ont changé. Ils ont mis un coup de jeune parce qu'ils ont été un peu obligés, parce que les mecs ont dit on ne reviendra pas, comme Philippe Michaud. Même si, obligé. Je suis d'accord. Mais j'ai lu sur les réseaux sociaux, on n'aura plus des quintés, des Suchot, mais à un moment, tous ces gens-là, ils sont toujours aussi forts. Mais à un moment, c'est vrai, il faut essayer de renouveler. À un moment, ils vont arriver, ils vont avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Un jour, ils ne seront plus là, il faut bien les remplacer. Donc, non, mais ça qu'ils fassent une sélection avec des jeunes, je suis pour. Il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Bien sûr. Après, Seb Rousseau nous a parlé d'un coup. Au moins de les préparer dans les championnats d'Europe ou coupe trucs méditerranéens, tout ça, et après de les faire progresser, de les faire jouer avec des gros joueurs. Bon, là, dans ceux qu'il y a Dylan et il y a Lacroix, qui sont vraiment des fers de lance. Même Robineau et Sariot. Oui, mais Stéphane Robineau n'a pas fait beaucoup à part le Bénin où il a été, qu'il avait très bien joué d'ailleurs en tant que pointeur. Il avait été excellent. Mais bon, ils n'ont pas fait des compétitions internationales énormes, quoi. C'est pas énorme. Content pour Johan Cousin. Après, derrière, on avait parlé sur le dernier podcast avec Sébastien Rousseau. Il disait, oui, si on m'appelle, j'irai, mais ça me discute, mais il dit, moi, maintenant, j'ai la cinquantaine aussi, c'est pareil. Tout à fait. Oui, Sébastien, oui, il aurait pu y être, hein, Sébastien, hein, vu le niveau de jeu qu'il produit depuis quelques années, là. Largement. Il aurait pu y être largement. Mais après, lui, il a, je ne sais plus, 47 ou 48 ans. Ah non, il va avoir 50 ans. Il va avoir 50 ans cette année. 50 ans cette année, ouais. Et après, oui, il faut mieux prendre des jeunes. Henri Lacroix, je ne sais pas quel âge il a. Ça doit être pareil. 50, il a plus de 50 ans, Henri Lacroix. Si tu dis une bêtise, tu vas te faire allumer, toi.
Bah vas-y, non, regarde. Bah non, bah après Je vais te le dire. Je sais pas, mais je pense qu'il a Après, plus de temps. un que je connais pas, Jacquel, je connais pas. Basile Jacquel, c'est un Alors tireur. Basile Jacquel, moi je l'ai Il est vu excellent. jouer. Il a gagné tête à tête, champion de France tête à tête l'an dernier, je crois. Oui, il a gagné le national de Bastia. Moi j'y étais, je l'ai vu jouer. Je le connaissais pas. Il tire, mais c'est incroyable. C'est une machine, Ah oui. une machine. Ah, c'est une machine, ouais. Ah, c'est une machine. Ah ouais, j'ai vu. Il a un style un petit peu particulier du lâcher de boule, mais alors pas avec des carreaux. Que des carreaux. Alors, Franck, si tu croises Henri Lacroix, tu te mettras à genoux devant lui, il a 49 ans. Ah ouais? Ouais. Ah ben non, pas du tout. Bah, après, 49 ans, il a Ouais. mais tu vois, franchement, tu vois, j'aurais donné. 50 ans cette année aussi. Hein? 50 ans cette année aussi. D'accord, non, Voilà. tu vois, je l'aurais donné, allez, 50, passé, tu vois, 51, 52, 53, tu vois. J'aurais Après, il donné. y en a que je connais, enfin, je les connais de nom, mais bon, je les vois pas jouer souvent. Bon, Johan Cousin, bon, bah, il m'a l'air sympathique, ça a l'air d'être Ah, un gentil il garçon. adorable. ouais. Enfin, pour l'ayant vu jouer avec Michel, je C'est connais quelqu'un qu'on aura bientôt sur. Ouais. Ah, il est pas. adorable. Après, Bonetto, bon, bah, moi, pareil, je le connais pas, je l'ai vu jouer. Bon, pareil, dans des terrains, il peut faire des miracles. Hein. Il a fait des trucs hors du commun. Hein. Moi, Ah, quand Bonetto. j'avais eu être champion mixte contre Philipson, je crois, qu'il avait tiré le bouchon pour Ouais. gagner, là, bon, des trucs de fou. Quoi. Bon, on sent que c'est un joueur qui est capable de faire n'importe quoi, n'importe quand. Le petit Caz, eh ben, je connais pas beaucoup. Cazès, Moi, tireur j'ai des vu champions jouer de France avec. triplet, là, ouais. C'est lui qui avait gagné le tir de précision, je crois, puis qui avait gagné le triplet l'an dernier avec Il a vraiment, ouais, il a un geste facile lui aussi. Hein. Après, vraiment les trois petits jeunes, c'est Adrien Delahaye, Lucas Desport et Ligan Noer. Ouais. Bon, Ligan Doer, bah, là, il a prouvé que bon, bah, Il avait sa place. Ouais. Comme il joue avec Lacroix, il doit apprendre pas mal, je pense. Je pense que Oui, il doit puis se servir de l'expérience d'Henri pour il n'y a pas de triplet progresser. cette année, il y a que du doublet et du tête-à-tête en championnat du monde. Donc c'est pareil, ça compte aussi une entente entre Ligan Noer et Henri Lacroix pour faire une belle équipe aussi. Ah, ça bah, va c'est compter. sûr. Oui, c'est sûr. Après, bah, Moineau, bah, pareil, il y a l'équipe avec Moïse, bon, bah, ils ont habitué de jouer ensemble. Alors après, je ne sais pas comment ils font les programmations pour les équipes, je ne sais pas du tout. Parce Après, il que faut ça dit, essayer de faire jouer tout le monde un peu ensemble pour voir les meilleures dispositions, quoi, les meilleures Après, il entrées. va y avoir le sélectionneur qui va dire voilà, tac, tac, je vous présente à tel national. Voilà, je pense, hein, ça va être, ils vont faire des tests. Là. Jean-Claude Boiron, il les connaît déjà tous. Bon, après, Oui. J'espère quand même, parce que s'il est sélectionneur, c'est qu'il doit connaître le maximum de joueurs et ceux qui sélectionnent au moins quand même, de toute manière. Bah oui. Non, parce qu'autrement, ça ne sert plus à rien d'être à cette place-là. Oui, c'est vrai. Il faut mieux qu'il les connaisse avant. Franchement. Donc, bonjour monsieur, vous êtes qui? Oh, Je l'ai vu ta pétanque. Ah bah ça va nous faire une belle petite touche d'humour hein, pour finir ce podcast là. Ouais. Merci Thierry, même si tu l'as pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. C'est notre Gaston Lagaffe. Voilà. Donc voilà, bon, en tout cas, bah, merci à vous deux, merci à tous de nous avoir suivis donc, sur ce podcast où on a un peu digressé sur l'actualité mais qui était quand même chargé. On a fait le tour de l'actualité. On reprendra la liste avec des invités qui vont venir par la suite. Là, c'est juste aujourd'hui, on devait en avoir un, mais on a cafouillé. Et voilà, donc on s'en excuse, mais bon, ça fait quand même un petit épisode sympa. Oui. Et vous pouvez donc nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube. Tous les épisodes passés et futurs, vous pourrez les retrouver en vous abonnant sur le podcast. Donc, créé de Vent de Boule, le podcast créé en partenariat avec Sport Content. Donc, merci les gars, bonne soirée à tous. Et puis, il y a une belle compétition qui va se dérouler le week-end prochain, c'est le PPF. Il y a la finale du PPF, donc on verra, on en parlera peut-être la prochaine fois si on arrive à se caler. Pour le prochain épisode, je pense qu'on débriefera vite fait la finale du PPF. Pas de souci. Okay. Eh bien, merci à vous les gars. Merci Étienne. Bonne soirée à vous et à la prochaine. Bonne soirée. On essaiera de ne pas oublier l'invité. Merci. J'essaierai. À la prochaine. Au revoir à tous. Salut. Merci.